Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, quand j'ai vu, moi, qu'il n'y avait aucune arrestation lors des manifestations violentes du 7 octobre, savez-vous ce que j'ai fait? J'étais de même. Je ne reviens pas, mais ça a l'air que Fadi Daguerre trouve que c'est très bon. On va parler de ça, on va parler de criminalité à Montréal, parce que là, ça devient vraiment hyper corsé, avec deux anciens policiers à la retraite que vous connaissez bien, parce que j'aime beaucoup les recevoir à l'émission. André Gélina, sergent détective à la retraite. Stéphane Wall, policier retraité spécialisé en usage judicieux de la force. Bonjour, messieurs. Merci d'être là, à vous deux. Salut, Richard. Bonjour, Richard. Salut. Alors, il y a eu des manifestations. Puis habituellement, quand il y a des manifestations, corrigez-moi si je me trompe, André et Stéphane, mais quand il y a des manifestations, il y a des policiers qui encadrent les manifestations. Il y a des gens qui marchent, puis il y a des policiers qui les encadrent pour les protéger, parce que d'un coup, il y a des contre-manifestants qui arrivent, la bataille pogne, puis tout ça. Donc, il y avait des policiers. Et j'ai vu, vous avez vu ces vidéos-là, une gang de manifestants masqués avec des bâtons, casser des fenêtres, casser des vitres. Je ne sais pas ce qu'ont fait les policiers. Ils regardaient, je ne sais pas trop quoi. Et Fadi Daguerre a trouvé ça excellent. A trouvé la réponse des policiers fantastique. Et il a même félicité les organisateurs de la manifestation. En tant qu'ancien policier, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous avez pensé en regardant ces images-là? Je commence avec toi, Stéphane. Ben, en fait, Richard, je vais peut-être te surprendre. Je te dirais que ça fait environ une dizaine d'années que les stratégies de maintien de l'ordre ont changé. Donc, la philosophie d'intervention, effectivement, avant ça, disons que les policiers rentraient dans le tas, comme on peut dire. Maintenant, il y a une analyse du risque. Il y a une urgence d'agir qui est mise en place. Donc, on se demande, comme chargé d'opération, est-ce que ça presse d'aller peut-être à 5-10 policiers, aller saisir tout de suite les gens qui cassent les vitres, en courant le risque peut-être de se faire caillasser par les autres manifestants, se faire frapper par des bâtons, parce que c'est arrivé dans les manifestations étudiantes en 2012. Donc, les stratégies ont beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. Et maintenant, les stratégies sont plus axées vers, OK, on va tenter d'identifier les casseurs et attendre peut-être 20 minutes, 30 minutes plus tard et les arrêter sur un coin de rue à côté. Donc, c'est une évolution qui s'est faite dans les stratégies et je te dirais que présentement, ces stratégies-là sont déployées à travers le Québec en entier. Donc, la Sûreté du Québec, le SPVM, la GRC travaillent conjointement pour adapter des philosophies d'intervention qui sont similaires. Donc, maintenant, c'est l'urgence d'agir. Bien entendu, est-ce que ça veut dire que dans toutes les circonstances, ça va être cette stratégie-là qui va être utilisée? C'est non, la réponse. Mais maintenant, est-ce que ça donne l'image d'une police? S'ils se mettent à fesser sur quelqu'un, par exemple, avec un bâton, là, c'est urgence d'agir. Là, vous allez agir. Mais casser des fenêtres, vous dites, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'arriver là? Puis là, la bataille pogne, puis finalement, ça va être pire que ce qu'ils ont fait originalement. C'est ça, là, l'idée derrière. Ben, c'est ça. C'est dans le passé, il y a eu des policiers blessés gravement lors d'interventions comme ça. Il y a eu des citoyens aussi blessés gravement. Donc, l'analyse du risque, ils se disent la balance des avantages et inconvénients, on est mieux de les arrêter sur un coin de rue à côté, de faire un grab and go. Donc, tu prends les suspects, parce que c'est toujours une minorité, tu les mets dans un auto de police, puis tu t'en vas avec pour les libérer éventuellement. Donc, ça, c'est des stratégies qui sont évolutives, je dirais. Mais maintenant, je comprends la perception du public de c'est dire, ça, je vais en parler les avec policiers n'ont rien fait. Ben c'est ça, André. C'est parce que là, les gens se disent, finalement, si tu veux casser une fenêtre avec des bâtons, entoure-toi de 50 personnes, puis ça va être correct. Mais si tu le fais tout seul, par exemple, ce sera pas correct, les policiers vont t'arrêter. Tu sais, vous pouvez comprendre quand même que la perception du public, c'est un peu bizarre, André. Ah oui, tout à fait. On comprend les gens. On comprend que c'est le fruit, comme Stéphane l'expliquait bien, c'est le fruit d'une analyse cartésienne qui favorise la résolution la plus pacifique de tous les événements. On sait qu'évidemment, toutes les fois qu'il y a un usage de la force, c'est jamais chic. Il y a beaucoup d'incompréhension de la part du public et souvent de certains politiciens, pour pas les nommer. Mais en même temps, cette frustration-là aussi est perçue chez les policiers parce que lorsqu'on
mettons qu'on va plus tomber du côté émotionnel, évidemment, c'est dans notre nature de vouloir intervenir le plus rapidement pour prévenir le crime puis procéder à l'arrestation. Mais en même temps, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est judicieux d'intervenir dans l'instant? Est-ce qu'on peut procéder à l'arrestation plus tard, comme Stéphane l'expliquait? Puis en même temps, est-ce qu'on va aussi réduire les risques que ça dégénère? Parce que, tu sais, pour faire un once de bien d'un bord, mais si on cause beaucoup plus de dommages de l'autre côté, ben ça va peut-être nous avoir fait du bien sur le coup, ça va avoir satisfait la population d'une autre. Mais évidemment, il faut toujours y aller de façon cartésienne et rationnelle. Mais en même temps, on comprend les gens et la question qu'il faut se poser aussi comme service de police, c'est est-ce qu'on a les effectifs suffisants? Parce que des fois, oui, effectivement, ça serait opportun peut-être d'intervenir un peu plus rapidement, mais c'est toujours une question d'effectifs, de perception et surtout de support de la part des gens qui nous dirigent. OK, merci. Vous expliquez ça très bien. On voit mais plus clairement les enjeux. OK, autre question. Vous voyez la criminalité à Montréal. Puis là, on voit, j'en parlais hier à l'émission, en France, il y a de plus en plus de meurtres et de viols et de crimes graves qui sont perpétrés par des mineurs, qui sont recrutés par le crime organisé en disant, ben s'ils se font pincer, ils vont avoir des petites sentences bonbons. C'est des mineurs. Question maintenant, est-ce qu'on devrait donner des peines, selon vous, plus sévères? Je parlais hier, j'ai rencontré un policier dans un événement, un ancien policier de l'UPAC, puis qui était au crime organisé aussi. Il travaillait au crime organisé. Puis il me disait, il dit, Esther, il dit, il n'y a plus rien qui tient, là. Il dit, il y a la femme d'un mafiosi qui s'est fait tirer devant son salon de coiffure. Avant, on disait, on touche pas aux femmes dans ce milieu-là. À un moment donné, c'était un baptême dans un restaurant. Ils sont rentrés, puis il y a eu des meurtres aussi, alors qu'habituellement, ça se faisait pas. Et avant, quand les petits jeunes frostés s'énervaient, il y avait le parrain qui arrivait et qui disait « Les petits gars, vous allez vous calmer, c'est correct? » Puis là, évidemment, les petits gars se calmaient. Les disasters, ils s'en foutent totalement. Donc, on fait quoi avec cette nouvelle criminalité-là, André, les jeunes? Est-ce qu'on devrait leur donner des peines plus sévères? Ben, moi, je pense que oui, dans certains cas, notamment tout ce qui peut toucher à la criminalité organisée puis au crime contre la personne, évidemment. Stéphane et moi, on a fait paraître une lettre la semaine passée dans le Journal de Montréal où est-ce qu'on réclame, évidemment, des peines plus sévères, mais aussi des peines beaucoup plus sévères pour les adultes qui vont procéder à ce recrutement-là, à cet embrigadement. Parce que eux, c'est pas compliqué. Leur pitch de vente est assez simple. C'est de dire, écoute, là, tu vas gagner du prestige, du pouvoir, du respect. On va te donner un sentiment d'appartenance que souvent ces jeunes-là sont en mal de retrouver. On va te payer l'attrait de l'argent. Puis en même temps, ben, faut que tu comprennes que en bas de 18 ans, il n'y aura pas grand-chose qui va t'arriver. À 18 ans, tu vas retrouver une virginité de ton casier judiciaire. Et en plus, si tu te fais prendre, ben, tu vas aller dans un établissement qui peut ressembler à un mauvais camp de vacances, là. Fait que, évidemment, je pense qu'on doit augmenter la sévérité. Il faut le faire avec précaution, évidemment. C'est pas tous les crimes qui doivent nécessairement être touchés, mais c'est sûr et certain que c'est une question de crédibilité du système. Stéphane? Oui, et si je peux rajouter, comme tu le sais, Richard, je suis un petit peu en communication avec des organismes communautaires, dont l'Association de la sépulture musulmane, qui a tenu un rassemblement, ça fait environ 10 jours. Et les parents qui étaient présents à l'Assemblée ont exprimé le fait que ils n'en pouvaient plus, étaient découragés de voir les adultes, gangs de rue, dont le groupe Arab Power, solliciter leurs jeunes de 14-15 ans pour faire des incendies criminels. Deux de leurs jeunes se sont fait tuer dernièrement. Donc, oui, il y a ce processus-là, il y a cette réflexion de certaines communautés qui disent, OK, il faut que le législateur vienne nous aider. Et il y a un phénomène que des parents m'ont parlé aussi qui est important, c'est que dans certaines communautés, ben on s'inspire de ce qui se passe en France. Les jeunes regardent les réseaux sociaux français, les émeutes, puis on tente d'importer la problématique là-bas ou la façon de faire là-bas à Montréal. Ça fait aussi partie de la problématique. Tout ce qui est réseaux sociaux, le négatif qui est propagé, la haine qui est propagée, ben les jeunes sont sensibles à ça. Et là, on parle beaucoup de cellulaires dans les écoles, mais les cellulaires et les réseaux sociaux, ça fait énormément de dommages sur la jeunesse actuellement. Puis il va falloir réfléchir comme société jusqu'à où qu'on fait un contrôle parental
de tous les outils de communication de nos adolescents, là, parce qu'il y a beaucoup de négatifs et de violence qui passent dans les yeux de nos enfants, là. Écoutez, votre lettre ouverte, elle était très, très bonne, très percutante, où vous disiez justement, là, il faut donner des peines plus sévères, puis vous rappeliez aussi que le gouvernement Trudeau, là, était très complaisant, puis a rendu les peines, c'est lui qui a donné maintenant de plus en plus des gens qui ont des peines légères, ou alors des peines à purger à la maison, à domicile. Écoute, Stéphane et André, à moins que je me trompe, mais tu sais, quand le gouvernement Trudeau est arrivé en disant Stephen Harper était trop sévère envers les criminels, puis il faut quand même être moins sévère et tout ça, son projet de loi là, a été appuyé par le Bloc québécois. Je rêve-tu, moi, là, ou quoi? Oui, en fait, le projet de loi a été appuyé par le Bloc québécois, a été appuyé par le NPD. Et ce qu'on se rend compte, là, c'est la tendance lourde du gouvernement libéral fédéral, c'est de prioriser le bien-être du criminel par rapport aux droits de la victime. Parce que si on regarde juste le projet de loi C5 qui a aboli 14 infractions minimales, de peine minimale sur des infractions graves en matière d'armes à feu, c'est perpétré majoritairement par des gens du crime organisé, des gens de gangs de rue, tout ça. Et même dans ce projet-là, il a osé pousser le bouchon, et c'est une statistique qui est vraie par contre, en disant que c'était fait pour diminuer le nombre de personnes de la communauté noire, autochtone et marginalisée dans les pénitenciers fédéraux. Bon, ça c'est un fait qu'il y a une disproportion, mais le nivellement par le bas n'est certainement pas la solution. Ce n'est pas de donner un coup de baguette magique pour faire disparaître le crime. C'est des interventions en amont, des interventions socio-économiques qui vont faire en sorte que des communautés qui sont peut-être un peu plus mal prises que d'autres vont avoir de l'aide. Mais en même temps, il faut comprendre que ces gens-là ont été reconnus coupables par un des meilleurs systèmes de justice au monde. Ils n'ont pas été, comme on pourrait le dire en bon français, ces gens-là n'ont pas été framés, là. C'est une accusation montée de toutes pièces puis qui a été nourrie ou mobilisée par le racisme, là. Ces gens-là ont été coupables, se sont fait prendre, mais c'est certainement pas d'abolir ces peines-là. Ça n'amène à rien. Il y a d'autres projets de loi qui sont allés dans le même sens. C-21, le projet des armes à feu. On parle de violence à Montréal, là. Ben, ça prend toujours bien des guns pour tirer sur le monde, là. On va le dire comme c'est, là. Mais ces armes-là, là, la problématique provient pas des chasseurs et des tireurs sportifs, alors que la fumisterie du gouvernement fédéral, ça a été de faire croire depuis plusieurs années, suite à des pressions de lobby et des analyses émotionnelles, c'est que la problématique vient des chasseurs et des tireurs. Il n'y a rien de plus faux. 90-95% des armes de poing sont saisies, proviennent des États-Unis et n'ont pas été acquises avec des permis, Richard. Et en terminant, Stéphane, là, avant, il y avait des peines planchées. C'est-à-dire que si tu commettais un crime avec une arme à feu, par exemple, tu avais un minimum de X années en prison parce qu'on trouvait ça grave que tu aies eu une arme à feu. Le gouvernement Trudeau a enlevé ça. Et je reviens là à dire, parce qu'on l'oublie au Québec, mais le Bloc québécois qui dit, nous autres, on est là pour défendre les intérêts des Québécois, bien, Christy, ils ont appuyé le gouvernement là-dessus, là. Faut le dire. Quand on est allé témoigner en commission parlementaire pour dire que C5 ne devrait pas être adopté, c'est-à-dire l'abolition des peines minimales obligatoires, surtout pour des crimes graves comme des agressions sexuelles, la possession d'armes à feu, les deux seuls partis qui nous ont posé question pour en savoir plus, c'était le Bloc québécois et le Parti conservateur. Les libéraux et l'NPD ne nous ont pas posé de questions. La loi C-75 qui a été adoptée en 2019, qui permet de remettre en liberté plus facilement et plus rapidement les gens, même pour des crimes graves, les policiers vont les remettre en liberté sur la route avec une promesse de comparaître, alors qu'auparavant, on les faisait comparaître devant un juge qui les remettait en liberté. Donc là, on a vraiment un assouplissement que le gouvernement fédéral a fait dans différents paliers de loi, et on oublie toujours les victimes qui sont aussi surreprésentées, les crimes de violence, homicides, féminicides qui sont surreprésentés dans certaines communautés, autochtones, noirs, marginalisés, arabes aussi, maintenant, ça commence à monter également. Et pour terminer, peut-être dire, j'ai écouté un extrait d'une entrevue cet après-midi avec Benoît Dutrisac. Oui. Et ce qu'il faut comprendre avec M. Paulus, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a une charte des droits qui existe actuellement, qui fait en sorte de, disons,
encadrer certaines lois qui font en sorte que les tribunaux vont dire, bon, peut-être que le Parti conservateur était trop loin, mais nous, on pense qu'il faut commencer à penser à utiliser la clause dérogatoire au fédéral. C'était écrit dans notre lettre au Journal de Montréal. Oui. Et ce que je dois mentionner, c'est que le Bloc québécois semble aussi d'accord avec ça. Si le prochain gouvernement fédéral blinde ces lois, le Bloc québécois a fait un statut comme quoi il serait d'accord avec ça. Donc, ça, c'est bon je pense que le Bloc québécois commence à réaliser qu'ils ont peut-être fait des erreurs en matière de justice, en matière pénale, de toujours dire oui aux libéraux. Se soustraire de la Charte des droits pour protéger qui? Pour protéger les victimes. C'est tout, puis arrêter de protéger les criminels. OK. Merci beaucoup à vous deux, Stéphane Wall puis André Gélina. Merci beaucoup au travail que vous faites de conscientisation des gens. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, Richard. Merci, bonne journée.